J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour à toutes et à tous, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans la moindre langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis, 21h, sur Radio J. Alors cette semaine, on va essentiellement revenir sur la cérémonie d'hommage aux victimes françaises de l'attaque terroriste du 7 octobre en Israël, organisée par la présidence de la République aujourd'hui aux Invalides. On évoquera aussi la deuxième vague de nomination au gouvernement, ce fameux remaniement qui devait intervenir incessamment sous peu, mais qui n'arrive toujours pas. Mystère. Et puis, on va se pencher sur le cas de la capitale de Paris avec la campagne des municipales qui a déjà démarré. À droite, avec Rachida Dati, bien sûr, on l'avait remarqué, mais aussi à gauche, la guerre de succession d'Anne Hidalgo est ouverte. Coulisses, analyse et décryptage tout de suite avec nos invités. Alors, pour en parler autour de la table, l'élite des éditorialistes, les Top Guns du décryptage, la crème de la crème, les forces spéciales. Et aujourd'hui, c'est la Dream Team. Et tout d'abord, l'inévitable Antonin André, rédacteur en chef politique au JDD. Bonsoir Antonin. Bonsoir David, bonsoir à tous. L'indispensable Émilie Zapalski, éditorialiste politique, communicante, présidente de l'agence Émilie Conseil. Bonsoir Émilie. Bonsoir David. Et last but not least, l'incontournable Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la rédaction du site Atlantico, qui est un petit peu en retard, il faut le dire, parce que Paris est un peu embouteillé, était un peu embouteillé avec la cérémonie des Invalides, mais il va nous rejoindre dans quelques minutes. Alors, je vous rappelle la règle du jeu, même si vous la connaissez bien sûr. Pas de off, pas de langue de bois, vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. 4 mois après l'attaque terroriste du 7 octobre, l'Élysée organisait aujourd'hui un hommage national aux Invalides. Le Kaddish a résonné dans ce monument. Le chef de l'État y a salué la mémoire de nos 42 concitoyens décédés lors du pogrom du Hamas. Chacune des victimes était représentée par une photographie. Les familles des victimes étaient aussi présentes. 90 personnes étaient arrivées hier d'Israël. Le vol avait été entièrement pris en charge par l'État. Les 4 otages français du Hamas libérés ont aussi été salués. Le président israélien Isaac Herzog était invité mais n'a pas pu être présent pour raison d'agenda. Alors tout de suite, on va écouter un extrait du discours du président Macron. La cour des Invalides est trop étroite. 4 mois, jour pour jour. Après. Car nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier. 68 millions, moins 40 de vies fauchées. 68 millions, dont 6 vies blessées. 68 millions, dont 4 vies à jamais meurtries par leur captivité. 68 millions, dont 3 vies sont encore prisonnières, pour la libération desquelles nous luttons chaque jour. Leurs chaises vides sont là. Alors, dans un premier temps, avant de rentrer dans le détail et dans les polémiques politiques qui ont entouré cet événement, petit tour de table, s'agissant du 3e attentat le plus meurtrier ayant touché des Français dans notre histoire après le 13 novembre 2015 et l'attentat de Nice le 14 juillet 2015, on a envie de dire 4 mois jour pour jour après l'attaque du Hamas, il était temps, Émilie. Oui, il me semble, c'est ce que je comptais, je disais 4 mois quand même pour faire un hommage, parler des otages, des victimes évidemment, des otages, on n'en parle jamais. Il fut un temps où on présentait les otages, on avait leur nom en tête, leur image, c'était sur les mairies et on en parlait quasiment tous les jours en décomptant le nombre de jours. Florence Aubenas, Didier François dans les années 2000 et puis dans les années 80 bien sûr, Kaufmann, Seurat, les otages français au Liban. Et ça on n'en parle plus, c'est très étonnant. Moi j'ai été, alors peut-être que c'est d'autres habitudes, d'autres temps, peut-être que c'est une difficulté parce qu'on est bien impuissant en effet de les faire libérer, mais moi j'ai été choquée qu'on ne prenne pas plus de temps pour ça et qu'on marque pas le coup. C'est bien qu'on le fasse maintenant. J'allais dire,
Emmanuel Macron, c'est le meilleur rôle qu'il ait. Il est toujours très bon dans ses hommages, dans ses moments de célébration. C'est étonnant, mais il prend un ton qui est assez dramatique et qui correspond bien au moment. Solennel. Et ça marche bien. Là, il trouve sa place. C'est très étonnant pour un président qui a du mal à trouver sa place à l'international, à l'intérieur. Toujours très compliqué. Il joue beaucoup de choses. Là, on a l'impression que c'est le moment où il est le plus sincère, le plus profond et le plus solennel. Moi, il me semble que c'était un temps. Après, on y reviendra sûrement, mais le positionnement de la France, il a été très particulier dans cette crise. On est revenu à un équilibre après un positionnement ou tout pro-israélien. J'ai trouvé que c'était... Voilà. Et on a senti, du coup, une espèce de méfiance après du gouvernement. Est-ce que je participe ou pas à la marche contre l'antisémitisme? Des doutes qui n'auraient pas dû avoir lieu. Et je pense que c'est pareil. Cet hommage, il aurait dû venir plus tôt, très naturellement, de manière fluide. On sent qu'il y a eu une espèce de... Voilà, on attend, on voit quel est le meilleur moment. Et c'est dommage. Alors, vous l'avez dit, le président, il a eu du mal à trouver sa place, à la fois sur le plan de la politique générale, mais aussi depuis le 7 octobre. Et c'est vrai qu'il avait été très critiqué dans la communauté juive pour son refus de participer à la grande marche contre l'antisémitisme le 12 novembre 2003. Est-ce que, Antonin André, vous avez le sentiment qu'avec cet hommage national, il s'est rattrapé et que l'affaire est close? Alors, je ne mettrai pas les deux événements sur le même plan. Moi, j'avais été choqué, effectivement, qu'il ne participe pas à la marche contre l'antisémitisme, parce qu'au-delà du sentiment national ou de solidarité pour nos patriotes, ça fait partie des valeurs, je pense, universelles, cardinales, face auxquelles il faut s'engager. Sur la cérémonie elle-même, en réalité, on connaît les raisons de cette difficulté à avoir cette cérémonie. D'abord, ces Français qui étaient en Israël et qui ont été tués par le Hamas, ils ne sont pas des Français comme les autres, en fait. C'est aussi ça qu'on a perçu dans ce moment-là. C'est-à-dire que l'émotion n'est pas la même parce qu'il y a bien un sujet sur le conflit israélo-palestinien, sur la perception qu'ont les Français des Juifs et d'Israël. Ça veut dire que les Franco-Israéliens ne sont pas considérés comme des Français comme les autres. En tout cas, il y a quand même un fond d'antisémitisme en France qui a toujours existé, qui n'est pas forcément très militant, mais qui est un peu latent dans la société française, et qui fait que, effectivement, la compassion n'est pas aussi immédiate. Et puis, raison de plus aussi, c'est si politiquement toutes les mairies avaient affiché les photos d'otages compte tenu du contexte assez inflammable lié au conflit israélo-Hamas, évidemment ça aurait politisé à l'extrême, peut-être hystérisé davantage encore les débats et les questionnements, plus que d'être utile pour secourir ces otages. Nicolas Sarkozy a beaucoup dénoncé, lui, le fait qu'on n'en parle pas assez. Lui, sa technique, quand il y avait des otages, c'était d'en parler et d'en parler beaucoup. Le fait est qu'en l'occurrence, vous parlez de Didier François ou de Florence Aubenas ou de Florence Cassé, ils n'étaient pas israéliens et ils n'ont pas été pris dans un conflit israélo-palestinien qui est fortement politisé en France. Donc le statut c'est peut-être le malheur de ces otages franco-israéliens, c'est de ne pas avoir été pris dans ce conflit. Enfin, d'avoir été pris dans ce conflit plutôt. Moi, je ne suis pas d'accord, parce que justement, c'est à partir du moment où on se pose la question et des doutes, c'est là que ça... Mais je ne dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est bien. Oui, je l'explique. Oui, voilà. C'est probablement une des raisons, mais je pense que c'est ça qui a mis le doute partout, ces hésitations, qui fait que justement, on politise encore plus quelque chose qui aurait dû être naturel et sur lesquels il ne devrait pas y avoir d'hésitation. Mais c'est pas naturel. Mais oui, mais je pense que ça a été l'erreur de redouter. C'est ça qui a fait que le président n'a pas participé à la marche contre l'antisémitisme. C'est parce qu'il a redouté qu'on le mette dans un camp ou dans un autre. Et c'est là qu'il a politisé la chose. Il n'aurait pas dû avoir doute. Et en plus, moi, je regrette qu'il ne soit pas venu parce que ça a donné beaucoup plus d'importance au Rassemblement national qui a participé cette fois-ci à cette marche-là. Ça aurait effacé tout. Et je pense que dans ces cas-là, il ne devrait pas y avoir doute, quels que soient les risques de politisation. De toute façon, la politisation, elle a lieu. Donc, avoir peur de faire cette politisation, c'est vain finalement. Et on peut se dire que sa place était là, comme sa place était bien sûr aux Invalides aujourd'hui. Jean-Sébastien Ferjou. Oui, mais je crois que oui, pour reprendre ce que disait Antonin André, incontestablement, il y a un fond d'antisémitisme qui demeure en France et qui est une partie de l'explication, mais je crois quand même qu'il y a autre chose qui se joue et dont il ne faut pas avoir peur, il faut le regarder ouvertement. Il y a une partie des Français qui considèrent que ces Franco-Israéliens sont partie prenante d'un autre conflit. Alors que moi, j'ai envie de vous dire... ça ne les concerne pas, en quelque sorte. Mais c'est pas ça, c'est que par ailleurs, ils se posent des doutes sur leur loyauté dans un conflit dont ils ne sont pas certains que les intérêts d'Israël soient les mêmes que ceux de la France. À tort ou à raison, mais c'est la perception qu'ils en ont et je pense que politiquement, il faut gérer cette question-là. Après, moi j'ai envie de vous dire, de toute façon, quand bien même il y aurait des otages qui ne sont pas français, qui ne seraient que israéliens ou américano-israéliens ou germano-israéliens, bref, ce que vous voulez, de toute façon, ça contrevient, cette prise d'otage par le Hamas contrevient à tous les principes
du droit de la guerre. Donc moi, je veux bien entendre des gens qui m'expliquent que le 7 octobre n'a pas commencé le 7 octobre, mais qu'il y avait 70 ans de conflit auparavant. Ça n'est toujours pas une raison, et encore moins une justification pour ce qui s'est passé le 7 octobre, qui n'était pas un acte de guerre, mais un acte d'inhumanité absolue. Ce ne sont pas juste des gens qui ont... Un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, on pourrait le qualifier ainsi. Je pense que c'est au-delà du crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité, effectivement, parce qu'il ne s'agissait pas juste de tuer des gens, d'essayer de marquer un avantage militaire, c'était réellement désacraliser la vie humaine et la valeur d'une vie juive, parce que bien souvent en France, on traduit israélien quand les gens du Hamas, eux, disent juif. On a entendu sur certaines antennes françaises, vous vous souvenez le fameux coup de téléphone de ce terroriste du Hamas qui appelle sa mère en disant « Maman, j'ai tué... 10 juifs de même ». 10 juifs, et sa sur un certain nombre... Sa mère lui répond « Tu es un héros, mon fils ». Oui, mais sur un certain nombre... Oui, mais le fond est déjà passablement même extrêmement choquant. Mais ce que je trouve aussi choquant, puisque nous sommes en France et que nous parlons de sujets plus français, c'est que certaines chaînes françaises ont présenté ça en traduisant israélien. Mais c'est passé totalement à côté de la compréhension du conflit que de traduire israélien. Non, ils disent juif. Ce dont le Hamas ne veut pas, c'est pas d'Israël, et de X ou X politiques d'Israël qui peuvent être critiquables par ailleurs, c'est des juifs. Alors justement, sur la dimension universelle, je vais citer l'Élysée qui a expliqué que la cérémonie était placée, entre guillemets, sous le signe universel de la lutte contre l'antisémitisme et à travers lui toutes les formes de haine, de racisme et d'oppression envers des minorités. C'était une bonne formulation ou est-ce que c'est encore un moyen de noyer un petit peu le sujet, Émilie ? C'est compliqué ces sujets. À chaque fois qu'on prend la parole, on a l'impression qu'on s'enfonce un peu plus. Moi, je pense qu'il fallait dire, c'est l'hommage. Pourquoi justifier ? C'est toujours pareil, c'est toujours essayer de donner une explication de texte à ce qui va se passer. Prendre des réserves, prendre des formules. Moi, il me semble que c'était un hommage aux victimes. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on se complique la tâche et qu'on essaie d'éviter toujours ces politisations, ces craintes. Je prends la parole d'un côté ou de l'autre, c'est qu'elles existent. On peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Non, mais justement, il y a deux stratégies. Il y a l'évitement ou alors regarder la réalité en face et dire à un certain nombre d'autres Français, on va pas faire des matchs entre les victimes à Gaza et les victimes. Là, il s'agit d'un hommage national aux victimes du 7 octobre. Oui, il y a des victimes à Gaza. Il y a probablement des gens qui avaient aussi la nationalité française à Gaza. Ce sont deux enjeux séparés et n'essayons pas en permanence, parce qu'il n'y a pas d'équivalence. Ça n'a aucun sens d'établir, en tout cas. Il y a des équivalences au sens où une vie perdue est toujours une vie perdue, quelle que soit l'origine de la personne concernée. Mais il n'y a pas d'équivalence politique. Et en voulant à tout prix essayer de créer des faux équilibres, on entretient finalement toute une partie de la société française dans l'idée que oui, ils seraient victimes d'une injustice. Et on entretient les musulmans alors que je pense que les musulmans eux-mêmes, d'ailleurs, sont tout à fait capables de sortir de cette essentialisation où on leur attribue des opinions a priori en fonction de leur confession. Mais on les entretient là-dedans, ce qui est en soi une forme de racisme d'ailleurs, en disant, ils sont pas trop capables de comprendre les nuances, alors on va pas leur dire franchement, si, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de comprendre, et d'autres qui ont d'ailleurs très bien compris tout en n'étant pas d'accord, mais ayons un débat franc, parce que c'est ça la démocratie. Alors justement, on va passer à la polémique politique après l'hommage solennel. Dans un courrier adressé au président Macron, plusieurs familles du collectif No Silence ont demandé à ce que les élus de la France insoumise ne participent pas à la cérémonie aux Invalides. Je cite le courrier. Entre indécence, absence de respect, relativisme et négationnisme, la France insoumise et ses porte-paroles se sont illustrés par des propos gravissimes depuis le pogrom du 7 octobre. Et ils accusent le parti de Jean-Luc Mélenchon, là encore je cite, de porter une très lourde responsabilité dans l'explosion de la judéophobie dans notre pays. C'est compréhensible, Antonin André ? C'est compréhensible parce que moi je serais le père d'un de ces enfants qui a été massacré par le Hamas. Ça me révulserait de voir Manuel Bompard venir rendre hommage alors qu'il n'a jamais qualifié cette attaque de terroriste, que visiblement on ne partage pas... les valeurs essentielles qui font qu'on puisse faire nation et communauté. Donc, je trouve ça extrêmement choquant. Mais et en même temps, je suis partagé parce que moi, j'aurais souhaité qu'éventuellement, il y ait eu une judiciarisation de certains propos. Je veux dire, jusqu'où est-ce qu'on autorise les propos de Mélenchon, les allusions un peu malsaines sur le voyage de Yael Braun-Pivet, franchement malsaines, les prises de position même de Bompard. Est-ce que ça relève ou non à un moment donné du négationnisme? Et enfin, les faits sont quand même précis. On peut définir les choses, on peut en parler.
être tué parce qu'on est un civil innocent juste parce qu'on est juif, ça a une qualification juridique, morale, et donc je trouve que la classe politique française a aussi d'une certaine façon, et peut-être même nous, enfin je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un moment où il faut poser la question de la judiciarisation des propos tenus par certains de la France insoumise. Alors, et à partir de ce moment-là, si on les judiciarise, qu'on les condamne, ils sortent du champ de la République et c'est terminé. Là, on est dans une ambiguïté. Du champ de la République, même sans décision de justice. Moi, je crois que non, mais moi, je pense qu'il faut pas céder à cette illusion-là de la judiciarisation, parce que pour autant, les opinions, elles resteront derrière, et que ça n'est pas la justice qui pourra le gérer, c'est le débat et le combat politique. Et moi, je crois qu'une partie de la France insoumise, pas toute la France insoumise, il y a des gens à la France insoumise qui ont été capables, François Ruffin, Raquel Garrido, Clémentine Autain, Alexis Corbière, et d'autres, de condamner les attaques du 7 octobre ou d'employer le mot terroriste. Tout le monde n'est pas au degré d'antisémitisme absolu de Ercilia Soudet ou de Daniel Obono, mais je crois qu'il faut marquer sa réprobation et que c'est sain dans le débat, et dire, on peut dire, sans que ce soit validé par la justice, que ces gens-là se sont mis de facto en dehors du champ républicain. Parce que de toute façon, si la justice le dit, au-delà du fait que c'est un pari dangereux, parce que la justice, au regard de sa sociologie, elle pourrait aussi décider d'exclure d'autres gens du champ républicain, et on n'en finit plus, je pense que voilà, la réprobation, et d'ailleurs, c'était finalement, la lettre des familles a eu cet intérêt-là, ça permet de marquer la réprobation et le fait de dire que leur présence est indécente, après s'ils ont envie d'être indécents. La vérité, ça n'est pas il y a certains coups, la vérité n'est pas une notion relative, en fait. Si on ne peut pas s'entendre sur les faits, les qualifier, mais je suis entièrement d'accord avec vous, comme étant une vérité ou des faits. C'est juste que je pense que la justice ne les convaincra toujours pas peut-être sur de la réalité des faits. Moi, je pense qu'à un moment donné où, en fait, il faut parler des faits. C'est comme quand la droite parle d'immigration et parle de grands remplacements, dans les faits, ça n'existe pas. Parlons des faits. On va rappeler quelques propos qui ont été tenus. Vous avez raison de rappeler que beaucoup d'insoumis, enfin une partie des insoumis se sont désolidarisés, mais en tout cas la phalange, on va dire, proche de Mélenchon. Ils n'ont pas non plus rompu. N'ont pas rompu, mais on se sont désolidarisés des propos. La phalange proche de Mélenchon, c'est quand même largement, a dépassé les limites. Je rappelle quelques éléments. Donc effectivement, vous le disiez Antonin, le mouvement insoumis de manière générale a refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Daniel Obono, la députée de Seine-Saint-Denis, avait vu même dans le Hamas un mouvement de résistance, je cite. L'autre député, David Guiraud, avait estimé que le bébé dans le four et la maman éventrée, ça a été fait par Israël. Et quand une plainte, puisqu'on parle de judiciarisation, a été déposée contre lui par l'Observatoire juif de France, il avait fait, pour apologie du terrorisme, il avait fait une référence avec une image des dragons célestes, qui est une figure de manga japonais utilisée par les sphères complotistes et antisémites. Quant à Mélenchon, vous le disiez, il avait accusé Yael Braun-Pivet de camper à Tel Aviv et de ne pas parler au nom du peuple français. La référence est claire. Est-ce que dans ce contexte-là... Ce qui était choquant, c'était pas forcément l'expression camper, c'était le début du tweet, justement, où il opposait Madame Braun-Pivet à la France. Français. Est-ce que dans ce contexte-là, et leur présence, ces représentants des Insoumis, n'est pas totalement indécente ? Oui, moi je pense que c'est clair. Là, je comprends très bien les familles qui ne souhaitent absolument pas les voir, mais la question se pose vraiment sur ces abus de langage, d'expression. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que on le voit bien, même là, autour de la table, on ne sait pas quoi faire par rapport à ça. On ne sait pas, la justice ira pas jusqu'au bout. Le fait de dire, sur le plan de la morale, on les sort de l'arc républicain, ça veut plus rien dire. Regardez, même Emmanuel Macron parlait à un moment de l'arc républicain, et puis alors il inclut le RN, il exclut ça veut LFI. dire quelque chose. Non, ça veut dire avoir une exigence vis-à-vis des partis de gauche, par exemple, amenés à s'allier avec la France insoumise, en disant vous avez suffisamment reproché à la droite des alliances qui d'ailleurs n'ont jamais lieu avec l'extrême droite, on va vous appliquer la même jurisprudence. L'interprétation d'Emmanuel Macron, c'est de dire à un mois ne font pas partie de l'arc républicain le Rassemblement national et LFI, le mois suivant le Rassemblement national en fait partie, ou alors en tout cas on l'invite aux rencontres de Saint-Denis. Non mais l'interprétation, Jean-Sébastien, ce que je veux dire, c'est que là pour le moment on fait des interprétations de ce qui est possible ou pas à dire en fonction des événements. Il va falloir qu'on se mette des limites, je ne sais pas comment. Même, je reprends les expressions qui avaient été faites par le Rassemblement national à propos de l'Ocean Viking qui rentre dans son pays. Ça n'avait pas été qualifié comme une insulte. Qui rentre en Afrique, qui retourne en Afrique. Ça n'avait même pas été qualifié d'insulte raciste. Sanctionné, non, mais pas pour une insulte raciste. C'était pas pour ce motif-là qu'il avait été sanctionné à l'Assemblée nationale. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'était un pluriel ou un singulier ? Voilà, oui, mais on est toujours, on ne sait pas parce qu'on a en effet deux groupes qui sont quand même assez extrêmes.
extrême droite et extrême gauche, qui abusent de leurs expressions chacun dans leur côté, et on ne sait pas comment traiter, et ça a un impact énorme, évidemment sur les familles, mais sur la société, parce que ça fait monter... L'Élysée a quand même répondu aux familles, à ce collectif de familles, qu'il s'agissait d'une cérémonie républicaine, et donc, selon le protocole en vigueur depuis 1989, tous les parlementaires devaient être... Oui, je crois qu'on ne pouvait pas formellement les interdire. Après, s'ils ont envie de venir et d'être... donc ils sont républicains, mais ils sont pas de l'arc républicain, ça veut rien dire. Ce sont des élus. Non, mais pardon, mais en sciences politiques et en histoire des idées, il y a quelque chose de très simple, c'est que la démocratie, elle s'est construite quand on a sorti la vérité du champ politique. Parce que quand on prétend détenir une vérité, c'est là où on va à la guerre civile. Parce que vous ne pouvez pas être dans le compromis sur la vérité. Donc la démocratie, c'est accepter qu'il y a des rapports de force et c'est se battre pour être le plus fort dans le rapport de force. Donc qu'est-ce que je vous dise? Oui, c'est déplaisant qu'il y ait des insoumis, c'est très déplaisant qu'il y ait des gens qui soient antisémites dans le champ du débat politique français, mais la seule chose à faire, c'est de se battre pour que, à l'arrivée, dans les élections, ce ne soient pas ces gens-là qui soient élus, ou à minima, pas ces gens-là qui gagnent. Mais on gagnera pas ni par des excommunications juridiques, ni par des excommunications morales. Il faut juste se battre politiquement. Alors, on va écouter l'avis des principaux intéressés. Ils se sont défendus, les insoumis. On va écouter Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée. C'était hier, en conférence de presse. Nous y serons présents, donc avec une délégation selon les agendas des uns et des autres, donc comptant Caroline Fiat, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, président de la Commission des finances, Manuel Bompard comme coordinateur du mouvement Insoumis, et moi-même comme présidente du groupe parlementaire. Nous avons été invités à cet hommage national par le président de la République. Et je veux dire ici solennellement que les polémiques doivent s'arrêter quand la nation tout entière rend hommage aux morts. Je le dis aussi pour l'initiative qui aurait été annoncée par l'Élysée, c'est à confirmer, qui était une demande que j'avais notamment faite au nom de mon groupe, auquel donc, nous saluons cette décision, nous nous y rendrons. Et je crois que là aussi, oui, la nation tout entière doit pouvoir se réunir pour rendre hommage aux morts. J'ai plus vraiment de champ lexical pour qualifier les dégueulasseries de Mathilde Panot, de Bono, de Bompard et consorts, leur cynisme et parce que la réalité, c'est qu'ils flattent un électorat qui est des quartiers, une forme ils jouent la victimisation, l'essentialisation du vote musulman et des gens qui seraient victimes de racisme et qui seraient par copie ou par parallèle des Palestiniens en France, c'est-à-dire qui subiraient la colonisation, l'oppression, l'humiliation. Et ils jouent cette ambiguïté-là en permanence sans évidemment l'assumer et le dire parce que c'est absolument indicible. Voilà, c'est ça le fond du sujet. Donc après, on peut rajouter des feuilletons et des épisodes de feuilletons, mais la réalité c'est celle-là et c'est parfaitement dégueulasse, c'est tout. Après, moi je suis un peu gêné aussi par le fait de toujours leur apporter des contradictions ou essayer de débattre avec eux parce que je trouve que ça leur offre des tribunes. Mais pas avec eux. Non mais oui, on s'adresse aux Français, c'est pas. Mais ça leur offre des tribunes systématiques parce que du coup, lorsque toute la classe politique leur tombe dessus, on veut leur donner la voix pour répondre. Bon, et je trouve ça un peu stérile, un peu vain. Donc voilà. Et pour c'est-à-dire qu'il faudrait laisser prospérer je dois en venir. Non, mais il faut arriver à parler des enjeux de fond. Oui, il faut parler des enjeux de fond. Et encore une fois, je souscris à tout ce qu'a dit Jean-Sébastien. À quand même une réserve près, c'est que tu avais évoqué notamment le fait que il n'y avait pas de vérité absolue et pas de vérité dans le débat politique et qu'on était sur des combats pour des vérités qui sont subjectives et qui sont des interprétations d'actes ou de motivations. Parce que la démocratie n'existe que par rapport à ça. Néanmoins, je donne un exemple tout bête. Non, mais en tant qu'individu, on peut croire à des vérités. Il m'est arrivé dans une discussion, dans un dîner assez véhémente entre un ami qui était plutôt d'extrême gauche et un ami plutôt de droite réactionnaire, Jean Fillon, qui s'engueule et que le gars d'extrême gauche finisse par dire à l'autre « tu es un nazi ». Alors là, je dis, non. Le fameux point Godwin. Un nazi, c'est quelqu'un qui a théorisé l'extermination, la supériorité de la race aryenne, l'extermination des juifs, qui l'a mis en pratique et qui... voilà, les mots ont un sens et nazi, c'est ça. Jean-Baptiste n'est pas nazi, il est réactionnaire, il est à droite. Et donc là, moi, il y a un moment où, si vous voulez, dans le débat public et dans le débat politique, quand des responsables politiques emploient ce genre de termes, moi, mais Antonin, je suis favorable, par un dépôt de plainte contre eux,
et que leurs propos soient qualifiés en justice. On en revient à la judiciarisation. Oui, mais le problème, c'est que derrière tout ça, il y a un enjeu qui est vertigineux. Regardez les propos. Là, on dit pourquoi est-ce que personne n'avait signalé les propos sur TikTok de l'assaillant de la gare de Lyon. Mais le problème, c'est qu'il y a des tas de gens qui disent la même chose sur les réseaux sociaux. Le sujet, c'est que si on rentre dans cette logique de judiciarisation, en fait, c'est juste un point presque de réalisme, de limitation des moyens de la justice. On ne peut pas traiter le flot. Après, c'est pour ça qu'il faut combattre sur le fond. Et en tant qu'individu, qu'on représente les Français, je suis désolé. En tant qu'individu, en tant qu'historien, en tant qu'expert, on peut affirmer des faits et on peut affirmer une vérité. Ce que je vous disais, c'est que la vérité, on ne peut pas l'institutionnaliser. Ça n'est pas la même chose. On peut affirmer, oui, des faits. Il y a ce qui s'est passé le 7 octobre, et ça c'est un fait, quoi qu'en dise David Guiraud, ou quelles que soient les interprétations malsaines qu'en font un certain nombre de gens de la France Insoumise. Moi, il me semble que la France Insoumise, quoique ça leur fait du buzz, mais ça leur fait du buzz négatif. Moi, j'ai l'impression que c'est le début. Bon, j'ai l'impression quand même. Ils ont un calcul électoral, comme le disait Antonin. Jean-Luc Mélenchon, il est considéré comme plus dangereux que Marine Le Pen à l'heure actuelle par une majorité des Français. C'est quand même pas très bon quand on veut avoir des ambitions politiques après pour la suite. Moi, il me semble qu'il est en train de casser un peu son jouet. La NUPES, il a été très bon à la créer, il est en train de le casser, ça se voit, c'est gros comme une maison. À LFI, il y a certaines personnalités qui commencent à se démarquer. Vous avez parlé de François Ruffin, parce qu'ils ont compris... de pas rompre, il faut quand même avoir l'estomac bien accroché. Je peux parler quand même. Il commence à se démarquer. Il commence à se démarquer. Si ça leur réussissait pas, ils arrêteraient, en fait. Ils commencent à se démarquer sur ça, sans rompre tout à fait le cordon ombilical, mais pas que sur ça, sur les catégories populaires, sur plein d'autres choses, et laissons-les de tracer leur voie. Moi, je pense qu'LFI prend beaucoup de coups, mais ça depuis longtemps, depuis aussi l'affaire Quatennens, où il fallait répondre au grand chef, alors que la tendance n'était pas du tout à défendre quelqu'un qui avait donné une gifle et sans penser même à sa victime, qui avait été condamné. Donc il y a une espèce de dérive de LFI. Il y a quelques éléments électrons, pas totalement libres, mais qui tracent leur sillon. Laissons voir. Moi, ce que je trouve terrible, ce que ça crée dans le débat, aucune nuance. Moi, j'ai été très choquée dans la question du Proche-Orient au démarrage de l'histoire, parce qu'en effet, j'ai trouvé un gouvernement qui était très pro-israélien, et notamment une présidente de l'Assemblée nationale avec des tweets un peu monomaniaques sur le soutien quasiment inconditionnel à Israël. Après, au moment du 7 octobre, c'était un peu normal. Le soutien inconditionnel au droit d'Israël à se défendre. Je peux continuer. Et juste un rééquilibrage qui a été fait, mais après coup, un peu en panique, en se disant, oh là là, attention, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir qu'on rééquilibre, parce que c'était pas forcément la position des Français, et c'était un petit peu... Et il n'y avait pas de paroles nuancées pour faire ce que fait LFI très maladroitement, pour dire, attention, évidemment, le 7 octobre et le terrorisme, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de la Palestine et des gens qui... LFI n'a pas été très nuancé pour le coup. Justement, c'est ce que je vous dis, c'est que... Vous êtes en train de verser dans une nuance qui n'est pas bienvenue. Non, je dis qu'à ce moment-là, parce qu'on entend les grosses voix de LFI qui sont complètement... impossible à entendre, et on n'avait pas à côté de propos nuancés qu'on a eu bien après en disant jusqu'où Israël va aller. Il ne faut pas céder à une forme d'irénisme ni d'angélisme non plus. Il y a un enjeu, quand vous êtes en Israël, déjà la géographie des lieux fait qu'il n'y a pas de profondeur stratégique. Il y a un enjeu sécuritaire. Là, les Israéliens, depuis le 7 octobre, pour la première fois certainement depuis 1967, ont l'impression qu'Israël pourrait disparaître. Le droit d'Israël à se défendre, oui, ça passe par la guerre. Alors oui, bien sûr, la guerre, elle est tragique à Gaza, certainement qu'on peut se poser des questions, mais quand vous regardez la manière dont l'armée israélienne s'y prend à Gaza, vous voyez que aucune armée occidentale, que ce soit dans la bataille de Mossoul, que ce soit en Syrie, aucune armée occidentale n'a pris autant de précautions pour éviter le plus possible de faire des victimes civiles dans les populations des villes concernées. Ça, c'est de Gaza. Mais oui, mais c'est un autre sujet. Mais oui, mais Israël, on ne peut pas ignorer le fait qu'Israël vive dans ce contexte géopolitique-là et que oui, la guerre c'est moche, que la guerre dont les Israéliens ont peur, c'est celle avec le Hezbollah. Mais oui, c'est une tragédie pour les civils. C'est une tragédie pour les civils palestiniens, personne n'en doute. On est en train de partir sur un autre débat. Qui a commencé la guerre ? On est en train de partir sur un autre débat. Je vous remercie pour ces explications sur la cérémonie d'hommage aux victimes, fort instructive. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour évoquer la deuxième vague du remaniement avec des nominations qui tardent. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J. Radio J. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous, Radio J, Antonin André, Émilie Zapalski, Jean-Sébastien Ferjou. On passe au deuxième sujet de notre débat, ce remaniement qui vient ou pas, avec une nouvelle vague de nominations qui complétera la première, annoncée il y a presque 4 semaines. C'est un record dans l'histoire de la 5e République et toujours pas abouti. Antonin André, pourquoi ça traîne autant ?
Parce qu'il y a... Il n'y a plus rien en stock. Non, c'est pas ça, c'est que François il s'est passé un événement... Il y a un Bayrou dans le placard. Voilà, il s'est passé un événement lundi. François Bayrou a vu la fin d'une procédure judiciaire de cette année qui l'a blanchi et qui donc lui permet aujourd'hui de prétendre à revenir en politique. Aux plus hautes fonctions ministérielles. Voilà, aux plus hautes fonctions ministérielles. Ce qui en dit long sur la haute considération dans laquelle il tient le commissariat au plan. Oui, c'est vrai, parce qu'on avait oublié, mais au commissariat au plan, il a quand même un budget, il a des personnels pléthoriques, il a des était nommé depuis 2 ans à peu près. Mais alors, on ne sait pas trop ce qu'il a produit depuis qu'il est au commissariat au plan, quoi. Ce qui est certainement un mieux. rapport qui a été critiqué. Ce qui est compliqué, c'est que, évidemment, aux Arts-Maniement, quand vous faites rentrer un poids lourd comme François Bayrou, vous faites bouger tous les équilibres. Donc, il faut respecter les équilibres politiques entre les ministères MoDem, les ministères Horizon. Et puis, je pense qu'il y a une dimension personnelle qui se joue aussi en ce moment et qui est à cet égard très intéressante, c'est de voir le rapport de force entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, parce que Bayrou est quand même celui qui a dézingué copieusement Gabriel Attal quand il a été nommé en expliquant qu'il était inexpérimenté. Il a tout fait pour s'opposer à sa nomination à Matignon. Il était furibard aussi de ses journées au Quai d'Orsay, dont il considérait aussi que il était beaucoup trop inexpérimenté pour le poste. Donc ça va être compliqué pour Gabriel Attal de faire rentrer dans son gouvernement à un poste aussi éminent, si c'était l'éducation, François Bayrou, sachant que derrière lui, il y a déjà Sniper Darmanin, Sniper Le Maire, Sniper et l'incontrôlable Rachida Dati. Et Rachida Dati. Et donc, c'est aussi un test, je trouve, sur la force de caractère et la capacité de Gabriel Attal, y compris si Bayrou rentre dans le gouvernement d'ailleurs, à se faire respecter, à faire respecter les règles. Et je ne suis pas sûr qu'il n'y arrive pas. C'est-à-dire que je pense que Attal va en surprendre plus d'un et qu'il est capable de tordre le bras à François Bayrou. Alors vous avez pour le dire avec moins de négation dans la phrase, moi je pense qu'il y arrivera. Voilà. Alors vous disiez qu'il était intéressé par l'éducation nationale. Effectivement, il en a parlé et il a l'air d'avoir des grands projets pour ce poste. On l'écoute, c'était hier matin sur RMC. De désespérance pour beaucoup de citoyens qui se disent bon, on n'y arrivera jamais. Mais vous l'avez dit, vous avez estimé que c'était une forme de gâchis. Ça veut dire aussi que votre place était au gouvernement. Vous deviez y être, vous y étiez, vous étiez ministre de la Justice. Il y a beaucoup de... Ministre de l'Éducation, on le sait, l'éducation, et c'est... Vous étiez ministre de l'Éducation, on le sait, l'éducation, et c'est pas la première fois que je vous interviewe, c'est pour vous la mère des batailles. Ministre de l'Éducation, dans le nouveau gouvernement de Gabriel Attal, est-ce une place que vous pourriez occuper? Il y a beaucoup de manières de servir. Et je n'en ai jamais éliminé aucune, ni choisi aucune. La place dans un gouvernement, ça dépend du choix que font le Premier ministre et le Président de la République. Et ce choix, ils sont libres de proposer à qui ils veulent. Je ne me suis jamais dérobé à aucune demande de service pour notre pays. Jamais. Vous ne vous êtes pas dérobé. S'il vous demande, vous direz donc oui. François Bayrou. Bon, on a compris, ça l'intéresse quand même. Ça l'intéresse fortement de revenir. Il y a une question d'équilibre aussi au gouvernement, donc forcément, on peut penser que Bayrou puisse faire un retour. Moi, pour revenir à ce remaniement qui n'en finit pas, j'ai l'impression qu'il y avait l'idée de faire un gouvernement de bataille, notamment pour les élections européennes. Avec Gabriel Attal en figure de proue pour batailler avec Jordan Bardella, même si ça ne sera pas lui, la tête de liste Renaissance. Et on a l'impression que ça s'est resserré là-dessus, avec une droitisation aussi en même temps, des signaux très très grossiers, même j'allais dire grosse ficelle, pour dire qui dit uniforme, RSA, on resserre la vis sur l'assurance chômage et tout ça. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement à droite et cette espèce de gouvernement de bataille. Et après, derrière, le fond, les personnalités, comment on finit ça, c'est le désordre complet. Et on voit bien qu'il y a véritablement cet objectif et qu'il n'y a pas de fond. Et je dirais même plus que ça s'est vu aussi dans le discours de politique générale de Gabriel Attal dernièrement, et là dans ce que reprend François Bayrou, c'est que Gabriel Attal, il fait pareil pour le ministère, pour le ministère de l'Éducation nationale. Ce qu'il avait fait, c'est quelques mesures symboles. Il balance un petit peu des choses qui parlent aux gens, qui sont pas du tout, qui traitent absolument pas le fond des choses, mais qui donnent un petit peu à manger et qui donnent ces signaux de droite. Mais qui avait marché parce qu'il avait été le ministre le plus populaire. Mais bien sûr, ça marche. Que ça marche pas. Ça marche pas sur le long terme parce que l'uniforme. Il a plus s'agir à l'éducation nationale. Je peux finir. L'uniforme, ok, super. On fait une expérimentation. L'abaya, c'est super. Ça règle 600 cas en France. Ça règle pas la question de la pénurie des professeurs, de l'attractivité. Il veut faire des groupes de niveau. Il y a pas de prof. Comment vous faites? Il y a pas de prof de maths. Il y a 25% des postes qui sont pas pourvus en maths. Comment on fait des groupes de niveau? C'est bien joli d'annoncer des choses très belles qui vont faire plaisir aux pères et aux mères de famille, mais ça n'est pas
du tout réaliste. Et le traitement de fond des problèmes, pour l'instant, il n'est jamais là. Je pourrais dire la même chose sur la santé. C'est exactement pareil. C'est la taxe lapin pour éviter les rendez-vous loupés, mais rien du tout sur le fond, sur l'hôpital public. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu sur l'organisation des soins. Il va absolument pas dans le fond. Moi, je crois que Gabriel Attal est très habile pour le coup. Et je pense que ce qui se joue là, ça n'est pas qu'une question de casting et d'avoir plus ou moins de snipers dans son dos, pour reprendre l'expression qui était utilisée tout à l'heure, mais c'est la redéfinition même, ou peut-être la définition du macronisme, parce que le macronisme n'a jamais existé idéologiquement parlant. Et je pense que Gabriel Attal, lui, y apporte quelque chose. Et je pense qu'au ministère de l'Éducation nationale, il n'a pas fait qu'envoyer des signaux. Bien sûr, il n'y est pas resté suffisamment longtemps pour que ça se traduise. C'est une véritable inversion de tendance, inversion de valeur, comme on l'a vu là avec la crise des agriculteurs. Mais si, on est dans une inversion de tendance historique. C'est sûr que la prise de contrôle de Gabriel Attal... Mais bien sûr que ça commence par des promesses, mais avant d'agir, encore faut-il concevoir les choses. Et je pense que Gabriel Attal, de facto, conçoit les choses différemment d'Emmanuel Macron et qu'Emmanuel Macron s'en rendra compte à son corps défendant. Mais si, parce que c'est un contenu politique différent. Après, encore faut-il... C'est pas de la communication. Ça n'est pas que de la communication. C'est le degré zéro du commentaire politique. Quand Gabriel Attal a été nommé, j'ai vu tous mes amis éditorialistes politiques sur les plateaux qui lisent mesure symbole. Il est jeune et c'est un as de la com. En fait, si vous dites ça, vous n'avez rien compris à Gabriel Attal. Bah oui, mais ce qu'on voit, c'est des mesures symboles qui sont en surface, qui sont totalement superficielles. C'est aussi un as de la com. Dans son discours de mesures superficielles qui traitent jamais les sujets de fond. Regardez, c'est ce qu'il a fait à chaque fois. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Lui, dans son discours de politique générale, il y a 54 mesures. C'est lui qui est Premier ministre là depuis 4 semaines, non? Dans son discours de politique générale, il y a 54 mesures annoncées. J'ai jamais vu la taxe lapin, super, pour régler les problèmes de santé. La taxe lapin, Émilie. Il n'y a pas que la taxe lapin. Non, mais il n'y a rien de fond. Mais c'est faux. Il n'y a rien sur les dépenses, il n'y a rien sur l'organisation des soins, il n'y a rien sur les problèmes d'attractivité du métier d'enseignant dans l'enseignement supérieur, dans l'éducation nationale. Il n'y a jamais eu un discours de politique générale avec autant de mesures concrètes. Les amis. D'habitude, on a des envolées lyriques et des trucs très flous et des technos, mais ça va pas dans tous les sens. C'est notre débat qui va dans tous les sens. Juste un mot. Vous marchez bien la combine. Alors, je suis allé dans le Rhône avec Gabriel Attal. Je l'ai vu devant une salle de 300 personnes. Il parlait d'exemplarité, il parlait de redoublement, il parlait de notes à l'école. Je peux vous dire que les gens, ils étaient pas comme moi, ils disaient, c'est de la com. Ils disaient, il était temps. Les gens sur le terrain, quand ils voient qu'il n'y a pas de prof, ils se disent, c'est des belles idées. Il faut aller sur le terrain. Les amis. Revenons à nos moutons, en l'occurrence à François Bayrou, qui 30 ans après, quand même, reviendrait au ministère de l'Éducation nationale. C'est pas très nouveau monde macronien, ça, Jean-Sébastien Ferjou. C'est le nouveau macronisme. Non, effectivement, mais ça fait aussi partie, parce que François Bayrou, lui, a une idée non pas de ce qu'est le macronisme, mais de ce qu'est le centre, parce que c'est le grand œuvre, en tout cas ce qu'il considère être le grand œuvre de sa vie. Mais précisément, c'est là où il y a un conflit politique de fond entre la vision de Gabriel Attal et celle de François Bayrou. Et effectivement, avec un Emmanuel Macron qui est un peu tiraillé entre les deux, parce que lui, à part savoir que le macronisme, c'est lui, il n'est pas trop capable d'y donner beaucoup de contenu idéologique par ailleurs. Mais après, moi, je crois que l'âge n'est pas une question. On voit bien qu'il peut y avoir, peu importe que Gabriel Attal ne saurait pas être résumé au fait qu'il soit jeune, ou François Bayrou au fait qu'il soit un peu âgé, ni hétérosexuel ni homosexuel, ou ça on s'en fout, la question d'âge de tout ça, c'est pas du tout ou asexuel ou trop vieux, bref. Mais ce qui compte, c'est que voudrait-il faire quand on regarde ce qu'a fait François Bayrou pour le coup en tant que ministre de l'Éducation nationale. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est un François Bayrou qui a laissé le ministère être co-géré par les syndicats. C'est un François Bayrou qui a provoqué un conflit justement dans les rues avec, à l'époque, la loi Fallou en essayant de revenir sur le périmètre de l'école publique et de l'école privée. Je n'ai pas l'impression que ça ait été un grand ministre de l'Éducation nationale. Le sujet, c'est justement, est-ce que on continue dans la même voie, c'est-à-dire on applique les mêmes recettes de la technostructure française sans rien vouloir y changer et pour le coup avec que du marketing, ou est-ce que on est dans une véritable inflexion idéologique en disant maintenant ce cercle de la raison-là, ça suffit. Vous savez, moi, ça m'a beaucoup frappé la semaine dernière en entendant Gabriel Attal, mais sans fantasmer sur, c'est pas Superman non plus, mais Gabriel Attal, pour la conférence de presse au moment de la crise des agriculteurs, les agriculteurs ont compris ce qu'il disait. Emmanuel Macron, quand il était à Bruxelles, le même jour, en annonçant en substance la même chose, les agriculteurs disaient, on n'a rien compris. Ben, je pense que ça n'est pas que la com qui se joue là.
c'est du vrai contenu politique. Différence entre Macron et Attal. Émilie. J'ai pas tout à fait cette vision parce que moi j'ai l'impression que c'est plus stratégique, électoraliste, c'est plus politique en fait cette démarche. Et pour moi c'est plutôt des mesures symboles qui parlent aux Français. Ça c'est la touche Gabriel Attal, c'est la Attal touche. Vous le disiez, Premier ministre de combat pour les européennes. Attal touch parce que ils n'ont pas les moyens, non plus de construire. Je pense qu'ils n'ont pas forcément l'envie. C'est pour ça que c'est des symboles, c'est des mesures un peu superficielles qui sont lancées pour satisfaire les Français et les Françaises. En tout cas, c'est ma vision. Mais les symboles, on en sait rien. Les agriculteurs, ils se contentent de symboles, vous croyez? C'est de l'argent donné, donc c'est comme au moment des Gilets jaunes, on donne de l'argent. La simplification administrative, vous savez ce que c'est? Et simplement, tous les recours. Elle reste à faire, la simplification administrative. Tous les recours dans les mains du préfet. C'est des belles promesses en tenant. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de ce qu'ils veulent faire s'ils voulaient faire quelque chose de plus profond, parce que je vous le rappelle, ils ont une majorité qui est de plus en plus relative et qu'ils ne veulent plus faire passer de grandes lois, ils veulent faire passer des petites choses techniques et des choses réglementaires. En fait, par le réglementaire, on peut faire passer des grandes choses. Il y a des ambitions à avoir sur l'agriculture, il y a des ambitions à avoir sur la santé, on a parlé de logement, il n'y a même pas de ministre du logement. On n'est pas là-dedans, on est sur des petites choses qui marquent les esprits, mais qui ne sont pas des gros changements profonds. Mais Émilie, il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Et Gabriel Attal est là depuis... Non, mais Gabriel Attal est là depuis 15 semaines. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Oui, mais Javier Milei n'a pas de majorité non plus au Congrès argentin, et pourtant il change la politique argentine. Parfois, il y a des déclarations ou une vision des choses, une vision idéologique des choses qui change et qui changera le réel, si tant est que Emmanuel Macron soit capable de comprendre que Gabriel Attal est celui qui peut le sauver malgré lui. Alors les amis, est-ce qu'on n'expédie pas un peu vite François Bayrou à l'Éducation nationale, parce qu'il y a quand même encore une ministre qui s'appelle... Alors que les foules sont en transe dans les rues en attendant François. Il y a quand même... Ils attendent pas Amélie. Voilà, il y a quand même Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, la jeunesse et des sports, qui avait braqué, on le rappelle, l'ensemble des personnels en moins de 24 heures avec sa bourde sur l'enseignement public. Elle a passé une rude journée hier, la ministre, une de plus, avec une deuxième grève des personnels d'éducation et un examen compliqué depuis de 2h30 devant la commission de l'éducation de l'Assemblée, au cours de laquelle elle a été fortement secouée. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait avec la question de la députée LR, Annie Genevard. C'est du brutal, on va dire. Madame la ministre, c'est une audition bien particulière que nous faisons aujourd'hui, tant la situation est totalement inhabituelle et, pour dire le vrai, assez critique. Le périmètre déraisonnablement élargi de votre ministère, les polémiques qui ont accompagné vos premiers pas dans un ministère qui vous est inconnu et dans une fonction politique récente pour vous, la succession d'un ministre devenu le premier qui vous a laissé une feuille de route qui ne porte pas votre marque, la grève récente et celle qui s'annonce, les bruits qui courent sur votre possible départ du ministère, tout cela rend extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, votre tâche, mais comme vous le savez, tout est dans la capacité de l'exécution. Alors, Madame la Ministre, comment comptez-vous rétablir le dialogue avec les enseignants ? Comment comptez-vous empêcher que ne renaisse une opposition entre le public et le privé que vos déclarations ont malheureusement contribué à relancer, sans doute malgré vous ? Alors, je vous pose directement la question. Madame la Ministre, pensez-vous être à même de pouvoir exercer votre fonction ministérielle ? Ambiance, entendons André, est-ce qu'elle va pouvoir tenir Amélie Oudéa-Castéra? Moi, j'aime beaucoup Amélie Oudéa-Castéra, je la trouve extrêmement forte. Je trouve qu'elle est quand même d'une résistance à toute épreuve. J'ai vu des politiques s'effondrer pour moins que ça, en moins de temps. Une championne de tennis. Voilà, une championne de tennis. Mais en plus, je pense qu'Annie Genevard lui rend service. C'est-à-dire, plus Annie Genevard va poser ce genre de questions, moins Emmanuel Macron aura envie de dégager Amélie Oudéa-Castéra. Et ce qui est une très mauvaise raison pour la garder. Je vais dire, est-ce que c'est vraiment bon? Mais en tout cas, c'est comme ça. Et par ailleurs, elle est très mauvaise en com. Là, pour le coup, je laisserai l'experte déployer le raisonnement, mais elle est très très mauvaise en com. Sur le fond, je trouve pas forcément que ce soit quelqu'un qui soit pas bon. Je veux dire, la gestion de l'organisation des JO de Paris a été quand même une affaire financière et difficile à gérer avec la mairie de Paris. Le ménage dans les fédérations sportives, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de ministres des Sports qui se sont attaqués à ce pouvoir-là, qui est un pouvoir financier colossal, auquel personne ne s'était attaqué jusque-là. Elle l'a fait, et de quelle manière? Parce que dégager Noël Le Graët, c'était quand même pas simple. Donc je pense que ceux qui la prennent pour une bébu ou pour une impotente à son poste, je pense, se trompent.
Quant à la guerre publique-privée, moi je suis désolé, je trouve que la gauche se fait plaisir à bon compte, que l'opposition se fait plaisir à bon compte. La guerre, il n'y a pas de guerre publique-privée et c'est davantage eux qui utilisent ce levier-là pour continuer à le faire monter face à elle et à l'entretenir pour essayer de la déstabiliser. Oui, d'accord, mais force est de constater que sa bourde était quand même énorme et que depuis elle s'en relève pas, Émilie. Moi, il me semble que ça devient de plus en plus compliqué parce qu'en effet, moi je reviendrai pas sur toutes ces bourdes en communication, on en a parlé en long, en large et en travers, faut lui éviter ça. Mais là, ça se transforme, je trouve. On entend les syndicats, on entend les parlementaires remettre en question ces compétences véritablement profondes pour l'éducation nationale. Moi, j'ai entendu une syndicaliste remettre en question un vocabulaire inadéquat, une méconnaissance de l'organisation du collège, du lycée, enfin des choses... C'est sûr qu'elle ne sera pas dans la cogestion du ministère, mais comme oui, le disait on commence à remettre ça en question. C'est difficile. Et puis, elle va être suivie à chaque fois qu'elle va faire une annonce ou quoi. Et j'avoue que je trouve qu'elle est peut-être très bonne dans certaines matières, mais là, très maladroite. J'ai écouté une partie de son audition. J'ai été très choquée parfois par sa façon de répondre avec assurance sur des choses qui paraissent pas des évidences, ou en tout cas pas tout à fait correctes, et elle le dit d'une manière très assurée. Moi, je trouve que ça va être très compliqué pour cette mère des batailles de tout le gouvernement, là, de faire avancer les choses. De grève en moins d'une semaine, ça va être compliqué. Alors, je sais pas si la solution d'avoir François Bayrou à ses côtés, ça sera mieux, mais là, c'est quand même très difficile. Il y a eu 4 journées, moi, puisque j'ai des enfants à l'école, j'ai eu 4 ou 5 journées entre septembre et décembre, de journées plus ou moins de grève, sans personnel machin, pour X et X raisons. Hein. Je vous passe les raisons, mais j'ai pas l'impression que, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de réflexe immédiat, quasiment pavlovien chez les profs aujourd'hui. Dès qu'on leur parle un peu mal, 40% de arrive en disant quelque chose, 40-47% de grévistes en une semaine. Jean-Sébastien, elle va pouvoir tenir très rapidement pour conclure cette partie. Amélie Oudéa-Castéra. Je pense qu'elle a été victime d'une forme d'acharnement, effectivement, et qu'il y a une forme d'acharnement aussi sur sa manière de parler. On voit bien qu'il y a une forme de bourgeoisie-phobie en quelque sorte, parce que c'est largement ça qu'on lui reproche, autant qu'un véritable contenu politique. Après, force est de constater qu'elle a été incroyablement maladroite dans sa communication, et le ministère de l'Éducation nationale étant ce qu'il est, je pense que c'est quand même très difficile, quelles que soient ses qualités, quel que soit son tempérament. Je pense qu'elle a un tempérament, un mental de championne, donc quelqu'un qui est capable de résister dans l'adversité. Elle a un choix qui est très compliqué parce que soit elle essaye d'apaiser les choses et finalement elle cède tout aux syndicats et c'est un ministère, comme on disait, qui est quand même très co-géré par les syndicats, soit elle est dans la guerre et c'est très difficile de n'être que dans la guerre. Justement, la spécificité de Gabriel Attal, c'est d'avoir réussi à imposer un changement qui était pas que symbolique mais qui était quand même vraiment dans l'approche idéologique de ce que doit être l'éducation nationale sans mettre les profs dans la rue. Et mine de rien, c'était pas un mince accomplissement politique. Merci les amis pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour évoquer la bataille de Paris qui est bel et bien ouverte en vue des municipales de 2026. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour Serge. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Gilles William Gonadel, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Sophie Cluzel. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous, Antonin André, Émilie Zapalski, Jean-Sébastien Ferjou. La bataille de Paris qui a commencé, on avait déjà Rachida Dati qui, quelques jours à peine après sa nomination rue de Valois au ministère de la Culture, avait confirmé qu'elle serait candidate au municipal en 2026. Et désormais, c'est aussi à gauche que le match est lancé. Je cite Anne Hidalgo qui indiquait fin janvier « Je n'exclus rien, je déciderai en temps et en heure après les Jeux Olympiques ». Elle ne doute de rien. Et maintenant, c'est son premier adjoint Emmanuel Grégoire qui sort du bois dans le journal Le Monde, je le cite là aussi. « Le moment est venu de m'affirmer davantage. Je ne crois pas que le casting de l'élection de 2026 puisse ressembler à celui de 2020. » Je le rappelle, c'était Hidalgo face à Dati au second tour. « Ma détermination est sans faille. Nous devons créer une nouvelle histoire, changer radicalement de récit. » Ça y est, c'est parti, Antonin. Ouais, c'est parti. Alors, ce qui me glace un peu le sang, c'est que
Bon, Hidalgo, il y a deux personnages dans la vie politique française sur lesquels vraiment j'ai des interrogations, mais là, pour le coup, on parlait de procès judiciaire, mais moi j'ai des interrogations psychiatriques. C'est pour Anne Hidalgo et pour Jean-Luc Mélenchon. Je pense que les deux devraient passer une expertise psychiatrique parce qu'à mon avis, on décèlerait des maux inconnus ou insoignables, en tout cas, tellement ils sont perchés et tellement ils ont quitté le monde de la rationalité. Bon, Anne Hidalgo veut se représenter. Elle a quand même fait un référendum là sur le SUV. Sur le SUV. Alors je vais donner les résultats. Voilà. 54% pour la taxation spécifique des SUV. 45% contre, mais surtout 5% de participation. Donc 60 000 personnes, elle s'est réjouie d'un grand élan. 400 000 euros. Et elle s'est réjouie d'un grand élan démocratique. Bon, quand on en est là, si vous voulez, et qu'elle dit ça sérieusement, parce que moi je croyais qu'elle faisait de l'humour. Pas du tout, elle faisait pas de l'humour. Elle était très sérieuse et tous les ayatollahs qui étaient derrière elle étaient aussi extrêmement sérieux. Et ce qui est redoutable, c'est que de toute façon, que ce soit Hidalgo et Emmanuel Grégoire, on a bien compris qu'Emmanuel Grégoire serait quasiment un ayatollah plus derrière Anne Hidalgo et qu'on va assister à Vous voulez dire? Ah bah, il va être, c'est la gauche bobo parisienne de l'Est parisien qui commence par vous dire vous payez pas le stationnement si vous avez un véhicule électrique et puis 2 ans après qui dit bah vous avez un véhicule électrique on va vous taper 2 fois plus. C'est des gens qui ne gouvernent pas d'ailleurs, pour la majorité des Franciliens, il faut quand même le dire, ni pour les Parisiens, ni pour la majorité des Franciliens, les familles quittent Paris. On peut plus avoir de voiture à Paris. Je peux vous dire, quand on a une famille nombreuse, et quand on part en vacances, bah, on prend pas le TGV et on prend pas l'avion parce que c'est trop cher. Donc, on prend sa voiture. Bah, on peut plus. Donc, les familles quittent Paris et les bobos très contents de faire du vélo électrique et d'ailleurs, il y a des accidents maintenant de plus en plus mortels. Les accidents sont en hausse à Paris mortels sur les trottinettes et les vélos. Voilà. Donc, je suis atterré parce que Paris est en train de devenir sous Hidalgo. Je suis d'accord avec mon ami Charles Consigny et j'espère que Rachida Dati va venir sauver la mise des Parisiens et remettre un petit peu de bon sens. Alors, politiquement, au-delà de son bilan, c'est vrai qu'elle est abîmée quand même, la maire de Paris. Je rappelle sa candidature crépusculaire à la présidentielle, 75% en 2022. Et puis la polémique récente autour de son voyage public-privé, on ne sait pas, à Tahiti, c'était en octobre dernier. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle garde quand même certaines chances envers et contre tout? Oui, et puis il y a ce match presque qu'on attend avec Rachida Dati. C'est ça aussi qui fait monter les enchères. Bizarrement, voilà, c'est quelque chose qui pourrait être presque désiré quoi dans le match. Moi, je vous rappelle que au-delà de son bilan très très modeste à la présidentielle, auparavant, quand elle a été réélue, elle avait un bilan exécrable aussi, qui avait été quasiment oublié instantanément. On était en crise Covid. On était en plein Covid. Voilà, et donc il y avait une prime à ceux qui sortaient, confiance. On revote pour ceux pour qui on est rassuré et savait. Mais son bilan avait été effacé. Et quelque part, elle a cette incroyable. On ne sait pas d'où ça vient. C'est cette magie. Rien ne peut empêcher de croire que. C'est pas de la magie. Non, c'est pas de la magie. C'était le Covid, c'était le contexte. Boudéa Castéra dans le débat précédent, on disait que c'était formidable parce qu'elle ne lâchait rien face aux attaques. Non, mais là, il y a un espèce de truc qui fait qu'elle est toujours dans la course. Et c'est vrai que comme on voit qu'il y a Rachida Dati en face, on imagine que elle comme adversaire capable de lui faire front. Et Emmanuel Grégoire, je suis désolée, il fait pas le poids, d'autant plus s'il n'est pas aidé par Anne Hidalgo et s'il se met visiblement, elle n'a pas l'intention de l'aider. Là-dessus. Après, juste une petite parenthèse sur Paris. Moi aussi, je trouve ça. Moi, j'avais l'habitude parfois d'aller en voiture ou quoi. Je trouve ça dommage et triste. Il me semble que c'est quand même le sens de l'histoire que des villes se transforment, même si c'est encore compliqué et si les décisions, comme Delanoë avait commencé, sont un peu dures, brutales, parfois incohérentes quand on voit certains boulevards avec des circulations dans tous les sens. Avec c'est des très délais de dangereux. circulation hallucinants depuis quelques années. On a l'impression que c'est que comme ça qu'on pousse les choses et que c'est globalement comme ça que les villes peuvent devenir plus supportables et plus agréables. Enfin, on n'est pas obligé de le faire n'importe comment, tout en ayant le même objectif. Moi, je me souviens que l'urbaniste en chef ayant designé le plan de circulation cycliste à Copenhague ou dans un certain nombre de villes de Scandinavie disait qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi mal fait que le plan cycliste à Paris. Donc, au-delà de l'objectif. Il y a quand même des pistes. Le problème de Madame Hidalgo, c'est que boulevard Port-Royal, je vous rappelle. Le problème de Madame Hidalgo, c'est qu'elle peut avoir des objectifs politiques qui sont légitimes aux yeux d'une partie des Parisiens. D'ailleurs, elle a été réélue. Après, derrière, là où ça pêche, c'est dans l'exécution. Et quand on regarde les finances de la ville publique de Paris, quand on regarde, qui est quand même pas loin d'être mise sous tutelle, quand on regarde le fait que la mairie de Paris ne respecte pas la loi, ne respecte pas le droit français, il y a des bras de fer réguliers avec l'État, notamment sur le temps de travail des agents de la mairie de Paris. Mais après, vous disiez, elle a un truc. Non, elle a pas un truc. Elle a la loi PLM. Elle a un mode de scrutin. Ça n'est pas un mode de scrutin. Et elle a simplement une sociologie électorale qui lui est favorable parce qu'elle y a œuvré
aussi, elle a importé des clientèles électorales de gens venus de grandes banlieues qu'elle a installées dans un certain nombre de quartiers qui sont devenus d'ailleurs invivables, comme à Reuilly dans le 12e, comme les logements sociaux près du parc André Citroën. Il s'agit pas d'être contre la mixité sociale, il s'agit plutôt de considérer qu'il y a des gens qui pourraient justement, si on les aide, s'intégrer à la vie parisienne, alors que là, elle a fait venir des populations qui sont tellement éloignées économiquement, culturellement, socialement de l'intégration qu'elles ne font que pourrir les quartiers dans lesquels elles sont installée. Donc c'est pas de la magie, elle sait créer des réserves électorales et en face il y a une droite qui était divisée parce que vous fantasmez sur le match Dati-Hidalgo, mais il a déjà eu lieu et je ne crois pas que Rachida Dati ait finalement montré tant de capacité que ça à imposer une vision, parce que c'est une chose que d'être un sniper et c'est une chose que d'être capable d'attaquer, de détruire le bilan de Madame Hidalgo, c'en est une autre que proposer une offre, qui convainque la majorité des Parisiens. Justement, Rachida Dati a confirmé, on le disait d'emblée, qu'elle partait rue de Valois pour mieux revenir place de l'Hôtel de Ville. D'ailleurs, elle a siégé hier au Conseil de Paris en confirmant ses ambitions. Est-ce que c'est un bon calcul, en tenant une bonne stratégie de prendre la culture pour mieux prendre ensuite Paris? Je suis pas sûr qu'il faille voir les choses comme ça. Je pense qu'elle a tout de suite dit que il fallait pas se faire d'illusions et qu'effectivement son objectif c'était Paris. Point barre. Elle vient la culture, ça rend service à Macron et ça lui permet d'avoir une notoriété, de faire un joli soigner coup. un peu son image. Et elle, d'une certaine façon, moi j'aime bien les politiques en fait quand ils assument leurs ambitions, pas quand ils font les espèces de dire oh là là je ne sais pas, je m'interroge, vous savez, tout n'est pas comme François Bayrou tout à l'heure sur l'éducation nationale. Je ne me dérobe jamais. En fait, François Bayrou il rêve que d'un truc, c'est de se présenter à la présidentielle en 2027 avec l'illusion qu'il Biden français. Voilà, le Biden français avec l'illusion qu'il va y arriver parce que c'est l'homme providentiel lui aussi. Il commence à être limite. Il faut qu'il arrête là. On m'a dit pas sur l'âge. Pas sur l'âge. On a un pas sur l'âge. Et donc je trouve que Rachida Dati a bien joué, qu'elle c'était cash de dire bah oui moi je veux la mairie de Paris, je l'ai toujours voulu, donc c'est pas parce que je suis à la culture que ça n'empêche pas d'être une bonne ministre de la culture et de vouloir la mairie de Paris. Je veux dire ça n'est pas contradictoire, on peut être un bon ministre de la culture et par ailleurs avoir des ambitions pour être maire de Paris. Elle n'est pas encore un bon ministre de la culture. Oui, elle peut l'être. Je vois pas où est le problème, je vois pas où est la contradiction, je vois pas ce qu'il y a de choquant à avoir un homme politique qui a des ambitions. La politique c'est avoir de l'ambition. Émilie, oui, non, bon calcul pour juste, oui, je pense que c'est un bon calcul. Elle va, à mon avis, je sais pas si elle pourra faire des choses pour le ministère de la Culture, mais avec sa grande gueule et cette façon d'être très électron libre, oui, on sent que ça va être porteur pour elle. Je suis pas sûr que faire la culture et en même temps la campagne à la mairie, ça soit bon. Peu importe. Mais en tout cas, je l'ai trouvé très limite quand elle a annoncé justement qu'elle, dès le lendemain de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, parce que c'est ce qui s'est passé, 16 janvier, c'était la conférence de presse d'Emmanuel Macron, 17 janvier matin, en matinale radio, elle annonçait que son combat, c'était la mairie de Paris. Mais sinon, on lui aurait posé la question 10 fois. On aurait fallu donner quoi pendant 6 mois? Non mais d'accord. Non mais attendez, c'était quand même 24 heures après que Macron ait dit qu'il n'y avait pas de deal pour la capitale. C'est clair, c'est cash, c'est bien. Il fait son équipe qui est même pas au complet, et il y en a une déjà qui dit bon ok, culture, mais moi c'est la mairie de Paris, mais il l'a laissé faire, donc lui ça lui va, c'est un deal, et puis il y a tous les deals autour de Renaissance avec la mairie de Paris. Donc alors justement, il y a ça aussi. Parce qu'on parle de Dati, d'Hidalgo, mais les macronistes dans tout ça, on parlait de Clément Beaune, l'ex-ministre des Transports, qui visiblement n'a pas la cote auprès du président. Pierre-Yves Bournazel, proche de Édouard Philippe. Sylvain Maillard, président du groupe macroniste. Est-ce que c'est comme Capri, Jean-Sébastien Ferjou, c'est fini? Non, mais je crois que l'enjeu pour Rachida Dati, en étant ministère de la Culture, c'est pas d'être une bonne ou une mauvaise ministre. Ce sont deux choses différentes. Ça n'est pas parce qu'elle serait d'ailleurs une mauvaise ministre. Je pense qu'elle peut être une bonne ministre d'ailleurs. Pareil, en impulsant une vision assez différente. Mais bref, l'enjeu pour elle, c'est de réussir à reconstruire une majorité sociologique qui n'existe plus. Il y a la droite d'un côté, des arrondissements plus bourgeois à l'ouest, et il y a une sociologie de catch-up qui sont un peu plus bobos, et qui, pour certains d'entre eux, sont macronistes. Il faut réussir à créer une offre politique qui réponde à eux. Alors le fait d'être dans ce gouvernement-là, oui, peut-être ça lui permettra de mieux redéfinir ça, parce que moi je pense quand même que la faiblesse de Madame Dati, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'était son programme, ses propositions phares? C'était quoi la vision de Madame Dati pour Anne Hidalgo? Eh ben le sujet c'est ça. Le sujet c'est ça. Ben oui, mais je pense qu'on n'est pas totalement élu que parce qu'on est capable d'être le meilleur sniper du monde. À un moment, les Parisiens, ils ont des préoccupations de logement, et que il lui faut définir
une offre, elle n'avait pas, je pense, une équipe qui était à la hauteur pour le faire dans la dernière campagne municipale, parce que si vous vous étiez souvenu d'une proposition forte, vous seriez capable de me la citer. Est-ce que vous êtes d'accord s'il y avait eu une proposition forte, vous seriez capable de me la citer. Sur l'équation de sociologie politique, sociologie électorale à Paris, est-ce que c'est fini pour les macronistes? Vous les connaissez bien, Antonin, Sylvain Maillard, Clément Beaune. Non, mais c'est ce que. Alors pour les candidats macronistes, oui, je pense que Beaune, de toute façon, il avait une stratégie qui était trop à gauche, donc il voulait se mettre en concurrence avec Anne Hidalgo d'une certaine façon sur l'électorat de l'Est parisien. Je vois pas comment est-ce qu'il y avait un espace. Mais les macronistes incarnent une sociologie parisienne qui a été dissuadée d'aller aux urnes les fois précédentes à cause de la loi Paris-Lyon-Marseille. Effectivement, quand vous habitez le 11e ou le 12e et que vous votez Macron, vous vous déplacez pas parce que vous savez que de toute façon, ce sera acquis aux candidats de la majorité municipale. Donc il y a sociologiquement, je pense, effectivement un espace entre l'électorat macroniste, l'électorat de droite de l'Ouest parisien, et qu'effectivement tout l'enjeu pour Rachida Dati et ses alliés Renaissance, c'est de trouver une plateforme électorale et propositionnelle qui effectivement fédère ces gens qui ont en commun la détestation du Paris d'Hidalgo et du Paris bobo, et qui souhaiteraient qu'on leur offre une alternative qui soit capable de les fédérer. Il y a quand même une vraie chance. Moi, il y a un vrai territoire politique. Pour 2027, ce soit la fin du règne d'Hidalgo et de sa clique, parce que sinon, moi, je déménage. Non, puis c'est les règles. Est-ce que la loi pour ces métropoles va changer ou pas? C'est ça qui va beaucoup changer la donne sur ces élections-là. Eh bien, merci à tous les trois pour vos infos, explications lumineuses et éclairages. Nous savons tout de la cérémonie d'hommage aux victimes françaises du 7 octobre, organisée par la présidence de la République, du deuxième acte du remaniement qui arrive incessamment sous peu ou pas, et la bataille de Paris qui est ouverte. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 21h, avec comme d'habitude les meilleurs décrypteurs de la politique nationale. D'ici là, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à très bientôt. Radio J.